Jean-François Barry. Entendez aujourd'hui les sujets de demain. Imaginez si votre convention collective était échue depuis 500 jours. Le 500 jours, si vous faites un calcul rapide, ça veut dire 1 an et demi sans convention collective. C'est ce qui arrive présentement avec les employés syndiqués de la FIC. On va en discuter avec Denis Cloutier, président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal. Bonjour, M. Cloutier. Bonjour, M. Barry. Là, je pense qu'il y a bien des gens qui sont comme moi et se disent « Oui, mais les négos, c'était pas cet automne. Ils n'ont pas réglé ces affaires-là. » Mais je pensais que leur convention collective, c'était chose du passé. Donc, éclairez-nous un peu là-dessus. Mais non, malheureusement, nous, les syndicats de la FIC, qui représentent la très grande majorité des professionnels en soins, là, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques, pour tous les nommer, on est toujours en négociation. On n'a pas réussi à s'entendre avec le gouvernement, contrairement aux syndicats qui représentent les autres catégories d'emploi. Et qu'est-ce qui accroche? Comment ça se fait que les autres ont réussi, puis pas vous? C'est le gouvernement ne veut pas vous faire les mêmes offres, ou vous cherchez d'autres conditions, d'autres... Votre question est bonne. Il est là le problème. C'est qu'il nous fait exactement les mêmes offres. Mais on ne représente pas le même type de personnel. Tu sais, je vous explique rapidement, là, M. Barry. Un exemple très concret, là, en tout respect pour ces gens-là, il y a du monde qui font de l'entretien ménager. On lave les planchers et tout dans une unité de soins. Lui, là, qu'il soit en cardio, en pédiatrie, en psychiatrie, on s'entend, sa job reste sensiblement les mêmes, ce qui n'est pas du tout la même chose pour les infirmières. C'est particulièrement parce qu'on cherche toujours à imposer les mêmes conditions qui sont négociées avec le Front commun aux infirmières, qui fait qu'on est encore en égo aujourd'hui. Oui, puis ça leur manque pas de respect. Mais, tu sais, puis moi, j'ai des amis là, qui travaillent dans le monde hospitalier. C'est sûr que la personne qui fait les payes ou les horaires ou, comme vous dites, la personne qui fait le ménage, on comprend bien que c'est pas la même chose que l'infirmière qui est sur le plancher. C'est quoi les plus gros points en litige présentement? Bien, naturellement, c'est toujours là, cette fameuse mobilité du personnel que l'employeur cherche à aller trouver à travers la définition du centre d'activité, ce que le gouvernement appelle depuis le début là, la flexibilité. Mais ça peut avoir des impacts importants pour les infirmières. Moi, je représente des infirmières à Montréal. Ils n'ont pas d'endroit de stationnement là, à leur lieu de travail nécessairement. Ça peut prendre jusqu'à 15 ans d'ancienneté pour avoir un parking où tu travailles. Fait que les infirmières ont souvent tendance à s'installer près de leur lieu de travail. Elles font des longs chiffres. On les sollicite souvent pour travailler 16 heures par jour. Fait que la proximité avec le travail est un point important pour elles. C'est encore une fois majoritairement des femmes qui ont des responsabilités familiales du type aller chercher l'enfant à garderie, tout ça. Fait que donner une carte blanche au gouvernement pour pouvoir être déplacé d'un hôpital à l'autre, c'est clair que ça ne fait pas leur bonheur. Puis le gouvernement n'a pas réussi à les convaincre du tout avec ses offres d'adhérer à ce projet-là. Et on les comprend, là. Je veux dire, un enseignant, quelqu'un qui travaille à l'épicerie du coin, il n'y a pas personne qui accepterait, demain, tu vas être à Deux-Montagnes, puis la semaine prochaine à Saint-Jérôme, puis la semaine d'après à Saint-Hyacinthe. C'est tout à fait normal. Mais est-ce que vous en avez présentement des discussions avec le gouvernement où tout ça est un peu clos, là? Le comité de négo, là, les rapports qu'on a eus, là, je ne jouerai pas à l'autruche, là, pendant l'été, il ne s'est pas passé grand-chose. Le gouvernement, après le rejet, il faut dire que l'entente a été rejetée par la grande majorité des professionnels en soins. Il nous a dit qu'il était prêt à discuter, on l'a vu, j'ai vu Mme Lebel à la télé dire qu'elle était prête à faire des changements, à discuter avec la FIC. Mais dans les faits, depuis ce rejet-là, il ne s'est rien passé de concret durant l'été. Quelque peu de négociations, mais... Les gens qui négocient pour nous, pour le gouvernement, il faut voir ça quand même comme un peu, en tout respect pour eux, des technocrates. Là. Elles ont besoin là, d'avoir un mandat politique fort là, de la part du gouvernement pour pouvoir régler. Puis clairement, on n'a pas senti que les porte-paroles nationales avaient ce mandat-là durant l'été. Mais là, est-ce qu'il y a d'autres journées de grève de prévues ou d'autres moyens de pression? Parce que là, à un moment donné, le gouvernement, je ne veux pas dire qu'il est mort de rire, parce que sûrement qu'il aimerait mieux régler. Là. Je pense pas qu'il y ait de mauvaise foi à ce point-là. Reste que là, vous êtes là, dans les hôpitaux, vous faites le travail. Donc, eux autres, ça dure 510. Puis c'est pas parce que je veux vous pousser à faire un mouvement de grève, parce qu'on préfère vous avoir dans les hôpitaux, mais 510 jours, ou 600 jours, ou 750 jours, si vous continuez de faire le travail, c'est sûr que ça n'a pas la même pression sur le gouvernement, là.
Non, vous avez raison. On va certainement augmenter les moyens de pression cet automne, à savoir si on va aller en grève et à quel moment qu'on va y aller. Cette stratégie-là appartient à notre comité de négo qui vont pouvoir juger au moment jugé opportun en fonction justement de l'avancement des négociations avec la partie patronale. J'ai l'impression que si j'étais dans le mouvement, si je travaillais comme infirmier, j'aurais de la misère à comprendre parce que le gouvernement, on l'a vu pendant la pandémie, là, nos fameux anges gardiens, à quel point vous êtes importants. Là, présentement, on entend qu'on veut enlever le plus possible les contractuels, aller chercher du personnel ailleurs. Donc, on veut rendre nos infirmiers, infirmières, techniciens heureuses, mais ça ne suit pas d'un autre côté. J'ai l'impression que c'est des paroles, puis si j'étais sur le plancher, probablement que ça me mettrait encore plus en maudit, là. Des paroles, des beaux slogans, qu'on veut être un employeur de choix, ça, on l'a entendu en masse. Mais moi, j'aimerais que M. Dubé s'adresse directement aux infirmières, aux professionnels en soins, qui leur explique ce qu'il veut faire. Parce que clairement, là, quand on traduit en réel les demandes, on nous demande de pouvoir les déplacer un peu n'importe où, n'importe quand, nonobstant leur spécialité, nonobstant la distance à parcourir d'un endroit à l'autre. C'est clair que les professionnels en soins, leur premier, ça va être de refuser. Puis souvent, les réponses qu'on a du gouvernement, c'est non, non, faites-nous confiance, on va être un employeur de choix. Monsieur Barry, la dernière réforme est trop proche de celle-ci, là, je vous le dis en toute transparence. La dernière réforme, ça a été un grand nivellement par le bas pour les professionnels en soins. Il y en a beaucoup qui ont perdu des avantages qu'elles avaient avant. Elles craignent beaucoup la réforme. Fait que juste faire confiance à l'aveugle, là, du genre, faites-nous confiance, on n'en abusera pas de cette nouvelle clause-là. Les professionnels en soins sont pas prêts à aller là pour l'instant. Ouais. Non, ça passera pas. Mais c'est surtout, je trouve, on dit on veut enlever tout ce qui est au privé. Allez pas au privé, on va bien vous traiter, mais en même temps, on règle pas. Il me semble que le premier signal à envoyer, ce serait de dire, bon, ben, on a une poignée de main, puis probablement que vous devez mettre un peu d'eau dans votre vin, dans tout ça, là. Moi, je suis neutre là-dedans, mais il me semble que pour l'opinion publique, puis pour l'infirmier, infirmière qui se dit, bon, je reste-tu dans le système ou je m'en vais au privé, mais de voir qu'on s'entend, première des choses, qu'il y a des concessions qui sont faites des deux côtés, ça serait le premier pas dans la bonne direction pour les garder dans le système. Bien, tout à fait, ou les faire revenir. Hein, vous parlez des infirmières. Aussi, ben oui. Il est là l'enjeu. Sauf que là, le gouvernement, il arrive, il décide qu'il veut mettre fin aux agences privées, mais il ne négocie pas avec nous les clauses nécessaires pour les faire venir. Là, tu vois, il est mal pris. À la dernière minute, on l'a vu avant l'été avec une histoire d'équipe volante pour attirer le monde sur la Côte-Nord, en Abitibi, puis dans l'Outaouais. Mais clairement, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas à l'écoute des besoins des professionnels. Il peut décider, lui, que ça va être 100$ par jour, puis ça va être ça. Mais au bout de la ligne, si les gens n'y vont pas, bien, les gens dans ces régions-là ne sont pas plus soignés, là. Il faut qu'il arrête de juste faire un chèque en blanc aux dirigeants du réseau qui s'assisent et qui écoutent réellement les besoins des professionnels. Parce que oui, mettre fin aux agences privées de placement personnel, OK, mais pas au détriment, puis ça, c'est moi comme syndicat qui le dit, là, pas au détriment là, de la santé et de la sécurité des patients. On ne veut pas aller là. Puis clairement, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas actuellement. Oui. Mais en même temps, vous êtes conscient qu'il manque. J'imagine que si on s'assoyait, qu'on jasait, vous êtes conscient là, qu'il manque de personnel, par exemple, sur la Côte-Nord. Puis lorsqu'on a choisi de s'en aller en soins infirmiers, on ne veut pas que personne soit en manque de soins quelque part au Québec. Donc, il y a des gens qui vont accepter de le faire. Mais dans le fond, c'est le principe du chèque en blanc. C'est le principe de faites-nous confiance, puis on va s'en occuper. On a peur de se faire prendre dans le détour, puis d'être forcé à y aller, d'être forcé de faire des heures qui ne se peuvent pas. C'est ça le problème présentement. Bien, rapidement, tu sais, moi, je représente du monde à Montréal, mais je connais bien l'enjeu pour ces régions-là. J'aurais des collègues qui pourraient en témoigner encore mieux que moi. Mais comprenez qu'actuellement, contrairement à tout ce qui se fait, là, dans le monde du privé, que ce soit Hydro-Québec, une entreprise de restauration ou peu importe, si quelqu'un va se délocaliser pour aller travailler dans une région éloignée, son salaire va être plus élevé. Là, le gouvernement, ce qu'il dit, il dit actuellement aux gens, acceptez de venir travailler pour moi, là, faire un 28 jours dans le Nord, je vais vous donner un 100$ de plus par jour, je vais vous héberger là, chez Pierre et Georgette, là, dans leur loft, en dessous de leur bungalow, à Bécomo, puis là, après ça, tu reviendras en ville. Sauf que ce qui arrive, c'est que ce fonctionnement-là mise seulement sur des gens qui vont aller dépanner. Puis entre vous et moi, si on n'a pas de succès en juillet-août, comment vous pensez que ça va être au mois de novembre, au mois de janvier pour attirer du monde? Ces régions-là. C'est catastrophique là, ce qui arrive dans ces régions-là. J'ai beaucoup de sympathie. Il faut offrir les sommes nécessaires pour inviter les gens à aller s'installer là-bas.
C'est ça qu'on ne fait pas actuellement. On le fait avec les médecins, on le fait avec d'autres compagnies. C'est comme ça fonctionne. Parce que là, actuellement, quelqu'un de l'équipe volante du ministre Dubé qui s'en va sur la Côte-Nord, puis comme par hasard, lui, mettons, il tombe en amour avec la région, bien, s'il décide de s'installer là, bien, il va le perdre, son incitatif. Ben oui. Ça ne lui donne pas le goût d'aller s'installer sur place. C'est vraiment de l'improvisation qu'on fait. Puis c'est pas comme ça qu'on va résoudre les enjeux du réseau de la santé. On a parlé à un médecin il y a 2 semaines là, justement à propos des problèmes sur la Côte-Nord. Puis c'est exactement ce qu'il disait. Il disait les équipes volantes, ça fait un temps, là, c'est un plaster, mais il faut faire en sorte que les gens viennent s'installer ici, tombent en amour avec la région après. Ça, c'est la vraie façon de faire. De toujours envoyer des gens aller-retour, ça ne fonctionne pas. Et c'est très coûteux. Parce que, bon, oui, il y a une prime d'éloignement, mais on paye le déménagement, le camion pour transporter les meubles ou peu importe de la personne qui s'en va s'installer là-bas pour un certain temps. Bref, il y a des coûts rattachés à ça. Puis ça, c'est des coûts qui... Même l'hébergement. L'hébergement, c'est pas des soins là, qu'on donne, c'est pas des lits, c'est pas des infirmières de plus, c'est du kilométrage de l'hébergement. Donc, il serait temps qu'on arrête de mettre un plaster puis qu'on règle le problème une fois pour toutes. Absolument. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Il faut rendre ces lieux-là plus attractifs. Denis Cloutier, président du syndicat des professionnels en soins de l'Est de l'île de Montréal, qui revenait sur le fait que ça fait 500 jours présentement que les employés syndiqués de la FIC sont sans convention collective. Bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, M. Barry. Au revoir.